Le corps émacié du bébé lynx roux refuse toute nourriture depuis que sa mère a été déchiquetée par des loups, le condamnant à une mort certaine sous les yeux impuissants des soigneurs. Dans l'enclos voisin, un Golden Retriever abandonné observe cette agonie silencieuse avec une intensité qui défiera bientôt toutes les lois de la nature sauvage. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Sous le ciel gris de janvier, les montagnes des Alpes françaises s'étendaient à perte de vue, leur manteau de neige scintillant dans la lumière hivernale. Le silence régnait, interrompu seulement par le bruissement du vent dans les pins et le craquement occasionnel d'une branche cédant sous le poids de la neige. C'est dans ce paysage d'une beauté austère qu'une tragédie silencieuse se jouait, loin des regards humains. Un petit lynx roux, à peine âgé de 6 semaines, tremblait de froid et de peur dans une crevasse rocheuse. Son pelage tacheté, normalement lustré et épais, était maintenant terne et ébouriffé. Ses grands yeux bleus, qui deviendraient dorés avec l'âge, scrutaient anxieusement les alentours. Cela faisait 3 jours que sa mère n'était pas revenue à leur tanière. 3 jours qu'il attendait, affamé et seul, devenant plus faible à chaque heure qui passait. À quelques kilomètres de là, Marie Lefebvre enfilait ses raquettes à neige devant le centre de réhabilitation de la faune sauvage des Alpes. À 42 ans, cette vétérinaire spécialisée dans la faune sauvage avait consacré sa vie à soigner et réintroduire les animaux blessés ou orphelins dans leur habitat naturel. Ses longs cheveux bruns striés de gris étaient rassemblés en une queue de cheval pratique, et ses yeux noisettes reflétaient une détermination forgée par des années d'expérience sur le terrain. « Je pars vérifier les pièges photographiques du secteur Est », lança-t-elle à son collègue, Paul Durand, qui vérifiait l'équipement médical dans la salle de soins. Les gardes forestiers ont signalé des traces de lynx roux dans la zone. Paul hocha la tête sans lever les yeux de son inventaire. « Fais attention, la météo annonce une nouvelle tempête pour cet après-midi. » Marie sourit. Après 15 ans de collaboration, Paul connaissait sa rigueur. Elle ne prendrait pas de risques inutiles. Elle chargea son équipement dans son sac à dos, appareil photo, jumelles, GPS, trousse de premiers secours et quelques provisions. Avec une dernière vérification de sa radio, elle s'engagea sur le sentier forestier qui s'enfonçait dans la forêt de conifères. Le froid mordait ses joues malgré son écharpe remontée jusqu'au nez. La neige, profonde de près d'1 mètre par endroits, crissait sous ses raquettes, tandis qu'elle progressait méthodiquement, vérifiant et récupérant les cartes mémoire des pièges photographiques dissimulés dans les arbres. Ces dispositifs, activés par le mouvement, permettaient de surveiller les populations animales sans perturber leur comportement naturel. Après 2 heures de marche, alors qu'elle atteignait le dernier piège photographique de son itinéraire, quelque chose attira son attention. Des empreintes fraîches dans la neige, petites et rondes, caractéristiques des félins. Marie s'accroupit pour les examiner de plus près. « Lynx roux femelle adulte », murmura-t-elle pour elle-même, notant la taille et la forme des traces. Elle suivit les empreintes du regard, remarquant qu'elles formaient un trajet irrégulier comme si l'animal avait été désorienté ou blessé. Son instinct de vétérinaire s'éveilla immédiatement. Quelque chose n'allait pas. Elle décida de suivre la piste. Les traces la menèrent à une clairière où la neige était perturbée, marquée par des signes évidents de lutte. Du sang maculait la neige par endroits, pas beaucoup mais suffisamment pour confirmer ses soupçons. Elle examina attentivement la scène, reconstruisant mentalement ce qui s'était passé. « Attaque de loup », conclut-elle, identifiant d'autres empreintes plus grandes mêlées à celles du lynx. Marie poursuivit son investigation, suivant les traces de sang qui s'éloignaient de la clairière. Elle s'arrêtait abruptement au bord d'un ravin. Son cœur se serra. Elle sortit ses jumelles et scruta le fond du ravin, redoutant ce qu'elle allait découvrir. Et effectivement, là,
À moitié ensevelie sous la neige, gisait la forme inerte d'un lynx roux femelle. « Merde !» souffla-t-elle, un nuage de vapeur s'échappant de ses lèvres. La perte d'un prédateur adulte était toujours un coup dur pour l'écosystème fragile de la région. Mais plus que cela, Marie pensait aux éventuels petits. Les lynx roux femelles mettaient bas en hiver et si celle-ci avait des petits, elle devait vérifier. Revenant sur ses pas jusqu'à la clairière, elle examina plus attentivement les traces. Oui, il y avait bien un chemin distinct que la femelle semblait emprunter régulièrement avant l'attaque. Marie le suivit, s'enfonçant dans une zone plus dense de la forêt. Le sentier la conduisit à un enchevêtrement de rochers partiellement cachés par des buissons de genévrier. Un abri parfait pour une tanière. Elle s'approcha prudemment, consciente que si des petits s'y trouvaient, ils seraient terrifiés et potentiellement agressifs malgré leur jeune âge. « Bonjour », appela-t-elle doucement, sachant que sa voix humaine ne rassurerait pas un animal sauvage, mais espérant signaler sa présence pour éviter de surprendre un éventuel occupant. Un faible miaulement lui répondit, si ténu qu'elle crut d'abord l'avoir imaginé. Marie s'immobilisa, retenant son souffle. Le son se répéta, un appel plaintif, désespéré. Avec d'infinies précautions, elle écarta les branches de genévrier et se pencha pour regarder dans la cavité formée par les rochers. Là, blotti contre la paroi du fond, se trouvait un chaton de lynx roux, si petit qu'il tenait dans la paume d'une main. Il la fixait de ses grands yeux bleus, émaciés et tremblants, mais trouvant encore la force de feuler faiblement. « Oh, mon petit !» murmura Marie, son cœur de vétérinaire se serrant devant cette petite vie suspendue à un fil. Elle savait qu'elle devait agir vite. Le chaton était clairement déshydraté et affamé, et avec la nuit qui approchait et la tempête imminente, ses chances de survie étaient pratiquement nulles. Lentement, elle retira ses gants et sortit une petite couverture thermique de son sac, ainsi qu'une bouteille d'eau et une seringue sans aiguille. Le petit lynx tenta de reculer davantage, mais il était trop faible pour opposer une véritable résistance. Avec des gestes précis issus de années d'expérience, Marie parvint à l'envelopper dans la couverture, ne laissant que sa petite tête dépasser. « Je sais que c'est effrayant », lui dit-elle doucement, administrant quelques gouttes d'eau dans sa gueule avec la seringue. « Mais je te promets que je vais t'aider. » Le petit félin avala instinctivement, la déshydratation l'emportant sur la peur. Marie l'examina rapidement, confirmant ses craintes. Malnutrition sévère, déshydratation, température corporelle basse. Mais miracle, pas de blessures apparentes. Elle le glissa délicatement dans une poche intérieure de sa veste, contre sa chaleur corporelle, et contacta immédiatement le centre par radio. « Paul, c'est Marie. J'ai trouvé un chaton de lynx roux orphelin, environ 6 semaines. Sa mère a été tuée par des loups. Il est en hypothermie et déshydraté. Prépare l'unité de soins intensifs et contacte Élise pour qu'elle vienne immédiatement. » La voix de Paul grésilla à travers la radio. « Reçu. Tout sera prêt à ton arrivée. Tu peux être là dans combien de temps ?» Marie consulta son GPS et le ciel qui s'assombrissait. 1 heure, peut-être plus si la neige s'intensifie. Je pars immédiatement. Le retour fut une course contre la montre. Marie progressait aussi vite que possible dans la neige profonde, sentant contre sa poitrine les faibles mouvements du chaton. Parfois, elle s'arrêtait brièvement pour lui donner quelques gouttes d'eau supplémentaires, lui parlant constamment d'une voix douce et rassurante. La tempête commença comme prévu, des flocons de plus en plus denses, réduisant la visibilité et compliquant sa progression. Lorsqu'enfin les bâtiments du centre apparurent à travers le rideau de neige, Marie était épuisée, mais déterminée. Paul l'attendait à la porte, prenant immédiatement le précieux paquet qu'elle lui tendait. « Il est encore vivant », dit-elle, enlevant ses raquettes d'un geste rapide. « Mais c'est tout juste. » Ils se précipitèrent dans la salle de soins intensifs,
où Élise Laurent, une vétérinaire spécialisée dans les félins sauvages que Marie avait fait venir d'urgence, les attendait déjà. Avec une efficacité née de l'habitude, l'équipe se mit au travail. Mise en place d'une perfusion pour la réhydratation, réchauffement progressif, examen minutieux pour détecter d'éventuelles complications. « C'est un mâle », confirma Élise après un examen approfondi. « Et il a environ 6 semaines, comme tu l'avais estimé. Il est sévèrement déshydraté et malnutri, mais je ne vois pas d'autres problèmes médicaux. Avec des soins appropriés, il a des chances de s'en sortir. » Marie hocha la tête, observant le petit être maintenant installé dans une couveuse médicalisée, des tubes et des capteurs attachés à son corps minuscule. Il semblait encore plus petit et vulnérable sous la lumière crue de la salle de soins. « Il va avoir besoin d'un nom », dit Paul, remplissant les formulaires d'admission. Marie réfléchit un instant, se remémorant les grands yeux bleus qu'il avait fixés depuis la tanière obscure, la volonté de vivre qu'elle y avait décelée malgré tout. « Echo », décida-t-elle. « Nous l'appellerons Echo. » Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce petit lynx allait non seulement changer sa vie, mais aussi celle d'un autre pensionnaire du centre. Un pensionnaire à 4 pattes, dont personne n'aurait pu prédire l'impact sur le destin du petit orphelin. Dehors, la tempête redoublait d'intensité, hurlant autour des bâtiments du centre comme un rappel de la nature impitoyable dont il venait d'arracher une petite vie. Mais à l'intérieur, une lutte plus silencieuse commençait, celle d'Echo pour survivre, malgré tout. Les heures qui suivirent l'arrivée d'Echo au centre de réhabilitation furent critiques. Marie ne quitta pas son chevet, surveillant attentivement les signes vitaux du petit lynx qui fluctuait dangereusement. La perfusion réhydratait progressivement son corps émacié, mais son état restait préoccupant. Ses yeux, lorsqu'ils s'ouvraient brièvement, semblaient voilés par une tristesse que Marie avait rarement observée chez un animal si jeune. « Il est stabilisé pour l'instant », annonça Élise après plusieurs heures de soins intensifs. Elle retira ses gants en latex et se passa une main fatiguée sur le visage. Mais il n'est pas encore tiré d'affaire. Marie acquiesça, caressant doucement le petit corps chaud à travers l'ouverture de la couveuse. Le plus difficile commence maintenant. Il faut qu'il accepte de se nourrir. C'était effectivement le défi majeur avec les orphelins sauvages, particulièrement les félins. Sans leur mère pour les guider, beaucoup refusaient toute nourriture, se laissant dépérir malgré les meilleurs soins vétérinaires. La nuit était bien avancée lorsque Marie tenta la première alimentation. Elle avait préparé un mélange spécial pour chatons sauvages, riche en nutriments et adapté à l'estomac fragile d'Echo. Avec une patience infinie, elle approcha la seringue de la petite gueule du lynx. « Allez, mon petit », murmura-t-elle, « juste quelques gouttes. » Mais Echo détourna obstinément la tête, ses yeux bleus fixant un point invisible au-delà de Marie. Elle réessaya encore et encore, variant les approches, mais sans succès. Le chaton refusait catégoriquement de s'alimenter. « Il te reconnaît comme une bienfaitrice, mais il n'est pas prêt à accepter la nourriture de ta main, » observa Paul, qui était resté pour aider malgré l'heure tardive. C'est courant chez les félins sauvages orphelins. Ils associent l'alimentation exclusivement à leur mère. Marie soupira, déposant la seringue encore pleine. Si on ne trouve pas rapidement une solution, on va devoir passer à l'alimentation forcée. Et je préférerais éviter ça. L'alimentation forcée était une procédure stressante qui impliquait d'introduire un tube directement dans l'estomac du chaton, une mesure de dernier recours qui pouvait traumatiser davantage un animal déjà fragilisé. « Essayons encore demain », suggéra Élise. « Parfois, il leur faut simplement un peu de temps pour s'adapter. » Mais le lendemain n'apporta aucun changement, ni le surlendemain. Echo acceptait l'eau qu'on lui proposait, signe encourageant qu'il avait une volonté de vivre, mais refusait obstinément toute nourriture solide ou semi-liquide. Son poids, déjà critique à son arrivée,
continuait de baisser dangereusement. Le 4e jour, alors que l'équipe commençait à envisager sérieusement l'alimentation forcée, un événement inattendu vint bouleverser la routine du centre. Thomas Bertrand, un garde forestier local et ami de longue date de Marie, se présenta avec une urgence d'un tout autre genre. « J'ai trouvé ce chien errant près de la route départementale », expliqua-t-il, tenant en laisse un magnifique Golden Retriever au pelage doré légèrement souillé. « Il n'a pas de collier, mais il est clairement domestiqué. J'ai vérifié auprès des gendarmeries et refuges des environs. Personne n'a signalé sa disparition. » Marie examina l'animal, qui la regardait avec des yeux doux et confiants. C'était un mâle adulte, probablement âgé de 3 ou 4 ans, en bonne santé apparente malgré quelques égratignures et son état de saleté. « Il a probablement été abandonné », soupira-t-elle, connaissant trop bien ce scénario récurrent à l'approche des vacances. « On va vérifier s'il est pucé, faire un examen complet et le garder quelques jours en observation. S'il n'est pas réclamé, on contactera le refuge de Chambéry. » Bien que spécialisé dans la faune sauvage, le centre servait occasionnellement de relais pour les animaux domestiques trouvés dans la région, en attendant leur transfert vers des structures appropriées. « Je l'ai appelé Soleil », dit Thomas avec un sourire. Ça semblait lui convenir. Et effectivement, avec son pelage doré et son tempérament rayonnant malgré sa situation précaire, le nom lui allait parfaitement. Marie prit la laisse, remerciant Thomas qui promit de se renseigner davantage sur d'éventuels propriétaires dans les villages voisins. Soleil se laissa docilement examiner par Élise, qui confirma sa bonne santé générale et l'absence de puces électroniques. « Il est très bien dressé et socialisé », nota-t-elle. « Quelqu'un l'a bien éduqué avant de l'abandonner, le salaud. » Ils installèrent Soleil dans un enclos confortable à l'écart des animaux sauvages en convalescence. Le Golden Retriever s'adapta immédiatement, acceptant avec enthousiasme la nourriture et l'eau qu'on lui offrait, remuant la queue à chaque visite du personnel. Sa présence apporta une touche de légèreté bienvenue dans l'atmosphère tendue du centre, où l'état d'écho restait la préoccupation principale. Ce soir-là, alors que Marie effectuait sa dernière tournée avant de rentrer chez elle, elle s'arrêta devant l'enclos de Soleil. Le chien s'approcha immédiatement de la grille, poussant son museau entre les barreaux pour solliciter une caresse. « Au moins, toi, tu manges », lui dit-elle doucement, grattant son cou. « Si seulement tu pouvais donner quelques leçons à notre petit lynx têtu. » Les mots avaient à peine quitté ses lèvres qu'une idée germa dans son esprit. C'était peu orthodoxe, certainement risqué, et contraire à tous les protocoles habituels du centre. Mais Echo s'affaiblissait chaque jour davantage, et les options conventionnelles s'épuisaient. Marie savait que certains zoos et centres spécialisés utilisaient parfois des chiens comme parents adoptifs pour les bébés guépards orphelins. Ces canidés au tempérament calme servaient de figure rassurante, aidant les chatons à s'adapter à leur nouvel environnement. Bien sûr, la relation entre chien et guépard était particulière et les lynx roux étaient généralement bien plus farouches. Mais Echo était jeune, impressionnable et désespérément seul. Quant à Soleil, il manifestait un tempérament exceptionnellement doux et équilibré. « C'est de la folie », murmura-t-elle pour elle-même, tout en sachant déjà qu'elle allait tenter l'expérience. Le lendemain matin, après avoir discuté de son idée avec Élise et Paul qui, bien que sceptiques, reconnaissaient qu'ils avaient peu d'alternatives, Marie mit son plan à exécution. Elle installa Echo toujours dans sa couveuse portable, dans une pièce sécurisée et neutre. Puis, tenant Soleil en laisse courte, elle introduisit lentement le chien dans la pièce. La réaction initiale de Soleil fut la curiosité. Il renifla l'air, détectant la présence du félin, mais ne montra aucun signe d'agressivité ou d'excitation excessive. Marie le récompensa de son calme avec quelques friandises et des caresses, tout en le guidant graduellement vers la couveuse,
Doucement, mon grand, chuchota-t-elle. C'est un bébé très spécial que je te présente. Lorsque Soleil put enfin apercevoir Echo à travers la paroi transparente, sa réaction dépassa toutes les espérances de Marie. Le Golden Retriever s'assit spontanément, son regard fixé sur le petit lynx, avec ce qui ressemblait étonnamment à de la tendresse. Sa queue balayait doucement le sol dans un mouvement apaisant. À l'intérieur de la couveuse, Echo, qui avait somnolé la plupart du temps ces derniers jours, sembla soudain s'animer. Ses oreilles touffues se dressèrent, et ses yeux bleus s'écarquillèrent en découvrant cette créature dorée qui le contemplait. Il n'y avait pas de peur dans son regard, plutôt une fascination nouvelle. « C'est remarquable », murmura Élise, qui observait la scène depuis l'entrée de la pièce. Encouragée par ses premières réactions, Marie poursuivit l'expérience pendant plusieurs jours, augmentant progressivement la durée et la proximité des interactions. Soleil démontrait une patience extraordinaire, s'allongeant calmement près de la couveuse pendant des heures, comme s'il comprenait intuitivement l'importance de sa présence pour le petit orphelin. Le miracle se produisit le 6e jour. Marie avait sorti Echo de sa couveuse pour un bref examen, le déposant sur une couverture sous l'œil attentif de Soleil, toujours tenu en laisse. Lorsqu'elle tenta, une fois de plus, de nourrir le chaton avec la seringue de lait enrichi, elle s'attendait au refus habituel. Mais cette fois, quelque chose était différent. Echo regarda la seringue, puis Soleil, comme s'il cherchait une approbation. Le Golden Retriever émit un léger gémissement encourageant, son museau tendu vers le chaton sans l'envahir. Et alors, sous le regard stupéfait de Marie, Echo ouvrit sa petite gueule et accepta quelques gouttes de lait. « Il mange », souffla-t-elle, osant à peine y croire. « Élise, Paul, il mange enfin. » Ses collègues accoururent, observant avec émerveillement le petit lynx qui, pour la première fois depuis son sauvetage, acceptait volontairement de se nourrir. Soleil, comme conscient de l'importance du moment, restait parfaitement immobile, son regard bienveillant ne quittant pas le chaton. Ce fut le tournant décisif dans le rétablissement d'Echo. Dans les jours qui suivirent, il accepta de plus en plus facilement la nourriture, toujours en présence de Soleil. Son poids commença enfin à augmenter, et son pelage tacheté retrouva progressivement son lustre naturel. Mais le véritable miracle était la relation qui se développait entre ces deux êtres que tout aurait dû opposer. Lorsque l'état d'Echo permit de le sortir définitivement de la couveuse, Marie aménagea un espace sécurisé où le chaton et le chien pouvaient interagir sous surveillance constante. Contre toute attente, Soleil adopta spontanément un comportement protecteur envers le petit lynx, le toilettant délicatement et le laissant se blottir contre sa fourrure chaude pour dormir. « Je n'aurais jamais cru voir ça de toute ma carrière », confessa Paul, observant Echo qui jouait maladroitement avec la queue remuante de Soleil, un Golden Retriever jouant les parents adoptifs pour un lynx roux. Marie sourit, tout aussi émerveillée par cette amitié improbable. La nature nous surprendra toujours. Ces deux-là avaient besoin l'un de l'autre d'une façon que nous ne pouvions pas prévoir. Ce qu'elle ne disait pas, c'est que cette situation, aussi miraculeuse soit-elle, soulevait d'importantes questions pour l'avenir. Echo était un animal sauvage, destiné à retourner dans son habitat naturel. Soleil, malgré l'absence de propriétaires identifiés, restait un chien domestique qui mériterait éventuellement un foyer aimant. Leur lien, aussi précieux soit-il pour l'instant, était temporaire par nécessité. Mais pour l'heure, Marie se contentait de savourer ce petit miracle quotidien, un bébé lynx roux qui mangeait, jouait et grandissait grâce à l'amour improbable d'un Golden Retriever abandonné. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la première rencontre entre Echo et Soleil, et les changements chez le petit lynx dépassaient toutes les espérances de l'équipe du centre. Non seulement il se nourrissait régulièrement, mais il avait presque doublé son poids, retrouvant rapidement les forces que la famine lui avait volées.
Son pelage, autrefois terne et ébouriffé, luisait maintenant de santé, révélant pleinement les magnifiques taches caractéristiques de son espèce. Plus remarquable encore était son comportement. L'équipe du centre avait l'habitude de voir les jeunes lynx roux se montrer farouches, méfiants, voire agressifs envers les humains, une réaction naturelle et même souhaitable pour des animaux destinés à retourner à l'état sauvage. Mais Echo, tout en gardant une certaine réserve instinctive, démontrait une curiosité inhabituelle envers Marie et ses collègues, observant leurs activités avec une attention qui semblait dépasser la simple vigilance territoriale. « C'est l'influence de Soleil », expliqua Marie à Jean Moreau, le directeur du centre, qui était revenu d'une conférence internationale sur la conservation et découvrait avec stupéfaction cette situation sans précédent. Il apprend en l'observant, et comme Soleil nous fait confiance, Jean, un homme dans la cinquantaine aux tempes grisonnantes et au regard perçant, observait l'étrange duo à travers la vitre de leur enclos aménagé. Soleil était allongé paisiblement sur le sol, tandis qu'Echo explorait les différents enrichissements environnementaux installés pour stimuler son développement, troncs à griffer, cachettes et même quelques jouets spécialement conçus pour aiguiser ses instincts de chasse. C'est fascinant, admit Jean, mais aussi problématique. Il ne doit pas s'imprégner des comportements canins. Marie acquiesça, consciente de la complexité de la situation. Nous avons mis en place un protocole strict. Echo passe plusieurs heures par jour dans un environnement exclusivement sauvage, sans contact avec Soleil ou les humains. Nous avons commencé à lui présenter des proies vivantes, pour l'instant de petite taille, et il montre des instincts de chasse parfaitement normaux. Jean hocha la tête, mais son front plissé trahissait ses préoccupations. « Et qu'en est-il de Soleil? Avez-vous identifié ses propriétaires ?» « Nous avons épuisé toutes les pistes, » répondit Marie. « Aucune déclaration de perte dans la région, pas de puce électronique, et les annonces dans les journaux et sur les réseaux sociaux n'ont rien donné. Thomas a même interrogé tous les résidents des villages environnants. C'est comme s'il était apparu de nulle part. Ou plus probablement, qu'il a été délibérément abandonné dans un endroit isolé, soupira Jean. Qu'en dit le refuge de Chambéry? Marie hésita un instant. Ils sont pleins à craquer, comme chaque année à cette période. Ils peuvent le prendre, mais pas avant 3 semaines. Ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'elle avait volontairement repoussé le transfert de Soleil, sachant à quel point sa présence était cruciale pour Echo. Une décision professionnellement discutable, mais qui avait sans doute sauvé la vie du petit lynx. Jean l'observa longuement, devinant probablement ses motivations non exprimées. Finalement, il soupira. « Je comprends ce que tu as fait, Marie, et je ne peux pas te blâmer étant donné les résultats. Mais nous devons établir un plan clair pour la séparation progressive de ces deux-là. Echo est un prédateur sauvage en développement, pas un animal de compagnie. » « Je sais, » acquiesça Marie. Élise et moi travaillons déjà sur un protocole de sevrage relationnel. Nous allons réduire graduellement leur temps ensemble, tout en augmentant l'exposition d'Echo à des environnements et stimuli naturels. Leur conversation fut interrompue par un mouvement soudain dans l'enclos. Echo, qui s'était approché discrètement de Soleil, venait de bondir sur la queue remuante du Golden Retriever, déclenchant un jeu que l'équipe avait observé se développer au fil des jours. Le chien, avec une patience remarquable, se prêtait à ces assauts ludiques, offrant au jeune lynx l'opportunité d'affiner ses techniques de chasse sans jamais montrer d'agacement ou d'agressivité. « Regarde comme il calcule ses mouvements », nota Marie avec une fierté qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. Ses instincts de prédateur sont intacts. Il se sert de Soleil comme d'un partenaire d'entraînement. Jean ne put s'empêcher de sourire devant ce spectacle inhabituel. C'est vrai que c'est impressionnant, mais ne nous leurrons pas, plus il grandit, plus la séparation sera difficile, pour eux comme pour nous. Marie savait qu'il avait raison, mais préféra ne pas s'attarder sur cette réalité inévitable. Nous avons encore du temps.
Echo est loin d'être prêt pour la réintroduction. Et d'ici là, nous suivrons le protocole, conclut Jean avec fermeté, mais non sans gentillesse. Documente tout. Cette relation pourrait apporter des données précieuses pour la réhabilitation d'autres orphelins à l'avenir. Les jours suivants virent l'équipe mettre en place le plan de sevrage relationnel élaboré par Marie et Élise. Le temps qu'Echo passait seul augmenta progressivement et de nouveaux enrichissements environnementaux furent introduits pour stimuler ses comportements naturels. Des plumes, des fourrures et d'autres matériaux portant l'odeur de proie sauvage étaient dissimulés dans son enclos, l'encourageant à utiliser son odorat et ses instincts de traque. Une après-midi, alors que Marie observait Echo explorer méthodiquement ces nouveaux stimuli, Paul l'interpella depuis le couloir. « Marie, tu devrais venir voir ça. C'est inhabituel. » Intriguée, elle le suivit jusqu'à l'enclos où Soleil était gardé séparément pendant les périodes de développement sauvage d'Echo. Le Golden Retriever, habituellement calme et adaptable, montrait des signes évidents d'anxiété. Il faisait les 100 pas, s'arrêtant régulièrement pour renifler la porte menant au couloir principal, émettant de petits gémissements plaintifs. « Ça fait combien de temps qu'il est comme ça ?» demanda Marie. « Il a commencé peu après qu'on ait emmené Echo pour sa séance d'enrichissement, » répondit Paul. « Au début, je pensais qu'il était simplement agité, mais ça empire d'heure en heure. » Marie observa attentivement le comportement du chien, notant la direction de son attention. « Il essaie de rejoindre Echo, » murmura-t-elle. « Je savais qu'ils avaient développé un lien, mais je ne pensais pas que l'attachement de Soleil était aussi fort. » Le problème, ajouta Paul, c'est qu'Echo semble également perturbé. Il a à peine touché à ses enrichissements cet après-midi et passe son temps à regarder vers la porte. Marie se mordit la lèvre, partagée entre les exigences du protocole de réhabilitation et le bien-être immédiat des deux animaux. « Jean n'approuverait pas, dit-elle finalement, mais je pense que nous devrions les réunir, au moins brièvement. Cette séparation abrupte est peut-être trop stressante à ce stade. » Paul hésita. « Tu es sûr? Le protocole ?» ?»« Le protocole est un guide, pas une loi immuable, » l'interrompit doucement Marie. « L'objectif principal est le bien-être d'Echo et sa préparation à la vie sauvage. Un stress excessif ne sert pas cet objectif. » Après un moment de réflexion, Paul acquiesça. Ensemble, ils préparèrent une session de réunion contrôlée dans un espace neutre avec des dispositifs d'enrichissement sauvage pour Echo et une supervision constante. Lorsque les deux animaux furent réunis, leur réaction fut saisissante. Soleil, immédiatement apaisé, s'approcha d'Echo avec une délicatesse presque cérémonieuse, le reniflant doucement comme pour s'assurer de son bien-être. Le jeune lynx, de son côté, se frotta contre le flanc du chien dans un geste qui rappelait étrangement la façon dont les chatons saluent leur mère, un comportement que Marie n'avait jamais observé chez un lynx roux envers une autre espèce. « C'est extraordinaire, » murmura-t-elle à Paul. « Regarde comme Echo maintient son langage corporel félin tout en interagissant avec Soleil. Il ne copie pas les comportements canins, il adapte ses propres comportements naturels à cette relation. » Effectivement, bien que clairement attaché au Golden Retriever, Echo conservait les mouvements furtifs, la posture basse et l'approche calculée typique des félins sauvages. Sa façon d'interagir avec Soleil était fondamentalement différente de sa façon d'interagir avec les enrichissements ou les humains. « Tu penses que ça pourrait fonctionner ?» demanda Paul. « Qu'il pourrait maintenir cette relation tout en développant les compétences nécessaires pour la vie sauvage ?» Marie observa pensivement les deux animaux qui s'étaient installés côte à côte, Echo entreprenant méticuleusement de se toiletter tandis que Soleil restait vigilant, comme montant la garde. « Honnêtement, je ne sais pas. Nous sommes en territoire inconnu ici. Mais ce que je vois,
C'est un jeune lynx qui développe normalement ses comportements naturels, tout en bénéficiant d'une sécurité émotionnelle que nous n'aurions jamais pu lui offrir autrement. Ce soir-là, après avoir consigné minutieusement ses observations dans le dossier d'Echo, Marie resta longuement à contempler le duo endormi. Elle avait décidé, contrairement au protocole initial, de les laisser passer la nuit ensemble, arguant que la séparation nocturne semblait particulièrement stressante pour le jeune lynx. Tandis qu'elle observait la petite forme tachetée blottie contre le flanc doré de soleil, une question persistante tournait dans son esprit. Comment préparer Echo à une vie solitaire dans la nature alors qu'il développait un tel attachement à un compagnon qui ne pourrait jamais l'y suivre? La question restait sans réponse, mais une chose était certaine. La présence de soleil avait non seulement sauvé Echo d'une mort certaine, mais lui offrait maintenant une chance de développer pleinement son potentiel de prédateur sauvage, paradoxalement grâce à la sécurité fournie par cette amitié improbable. Le printemps s'installait progressivement dans les Alpes, apportant avec lui un renouveau que l'on ressentait jusque dans les couloirs du centre de réhabilitation. Echo avait maintenant presque 4 mois, et sa transformation était remarquable. Son corps avait perdu les proportions maladroites du chaton pour adopter la silhouette élancée d'un jeune lynx. Ses pattes, autrefois trop grandes pour son corps, s'harmonisaient désormais avec sa stature grandissante. Ses yeux bleus de bébé avaient cédé la place à un ambre doré profond, regard perçant d'un prédateur en devenir. « Il pèse déjà 6 kilos », annonça Élise après l'examen mensuel du jeune félin. Sa croissance est parfaitement dans les normes pour un lynx roux de son âge. Difficile de croire que c'est le même animal que nous avons recueilli il y a 2 mois. Marie hocha la tête, une lueur de fierté dans le regard. Chaque gramme gagné, chaque centimètre de croissance représentait une victoire contre le destin cruel qui avait failli emporter Echo. Mais cette évolution apportait aussi de nouveaux défis. Le protocole de sevrage relationnel avait été considérablement modifié face à la réalité de l'attachement entre le lynx et le golden retriever, mais l'équipe restait déterminée à préparer Echo pour son futur retour à la vie sauvage. « Comment se comporte-t-il avec les proies vivantes maintenant ?» demanda Jean, qui suivait la situation avec un intérêt croissant, partagé entre préoccupations professionnelles et fascination personnelle. « Ses instincts de chasse sont impeccables, » répondit Marie. « Il traque, capture et consomme sans hésitation. Nous avons progressivement augmenté la taille et la complexité des proies, et il s'adapte parfaitement. » Ce qu'elle ne mentionnait pas, c'était le comportement curieux qu'elle avait observé à plusieurs reprises. Echo, après une chasse réussie, transportait parfois sa prise jusqu'à la zone commune, où il retrouvait Soleil lors de leur période ensemble, comme s'il souhaitait la partager ou la montrer aux chiens. Un comportement qui n'était pas sans rappeler la façon dont les chatons apportent leur prise à leur mère pour approbation. « Et qu'en est-il de son comportement envers les humains ?» poursuivit Jean. Marie échangea un regard avec Élise. C'était peut-être le point le plus délicat de la réhabilitation d'Echo. Il maintient une distance appropriée avec la plupart d'entre nous, commença prudemment Élise. Il ne recherche pas le contact et montre une méfiance saine. Mais, insista Jean, percevant la réserve dans sa voix. Mais il semble avoir développé une tolérance particulière envers Marie, admit-elle. Il ne fuit pas en sa présence et accepte même qu'elle s'approche à une distance qui ferait fuir la plupart des lynx sauvages. Jean se tourna vers Marie, sourcils froncés. « À quel point es-tu impliqué dans ses soins quotidiens ?» Marie soutint son regard. « J'ai réduit mes interactions directes comme convenu. La plupart de ces soins sont maintenant assurés par rotation entre différents membres de l'équipe. Mais je suis celle qui supervise ces sessions avec Soleil. C'est inévitable qu'il m'associe à ces moments positifs. » Jean soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Marie, tu sais aussi bien que moi que l'imprégnation humaine
est l'un des plus grands obstacles à la réintroduction réussie des prédateurs. Je sais, acquiesça-t-elle, mais nous faisons face à une situation sans précédent. Echo n'aurait probablement pas survécu sans Soleil, et maintenant nous devons trouver un équilibre entre son bien-être immédiat et son avenir dans la nature. Leur discussion fut interrompue par l'arrivée de Paul, qui paraissait inhabituellement agité. « Désolé de vous déranger, mais nous avons une situation inhabituelle. Vous devriez venir voir. » Ils le suivirent jusqu'à l'enclos extérieur sécurisé où Echo et Soleil passaient leur période commune sous surveillance. L'espace avait été spécialement aménagé pour offrir au jeune lynx des opportunités d'exercer ses capacités naturelles, arbres à grimper, cachettes, zones rocheuses, tout en permettant au Golden Retriever de se déplacer confortablement. Ce qu'ils découvrirent les laissa momentanément sans voix. Echo, perché sur une branche basse, observait attentivement un écureuil qui s'était aventuré dans l'enclos. Son corps était parfaitement immobile, seul le bout de sa queue tachetée trahissait son excitation. En dessous, Soleil s'était positionné stratégiquement de l'autre côté de l'arbre où se trouvait l'écureuil, comme pour bloquer une potentielle voie d'échappée. « Ils chassent ensemble » murmura Jean, incrédule. Tandis qu'ils observaient, fascinés, Echo se déplaça silencieusement le long de la branche, se rapprochant imperceptiblement de sa proie. L'écureuil, sentant le danger, fit un bond, directement dans la direction où Soleil attendait patiemment. Le chien ne fit aucun geste pour capturer l'animal lui-même, mais sa présence suffit à désorienter l'écureuil, créant l'ouverture parfaite pour qu'Echo bondisse de son perchoir. En un éclair, le jeune lynx avait saisi l'écureuil. La capture fut rapide et précise, démontrant une efficacité remarquable pour un prédateur de son âge. « C'est extraordinaire », souffla Élise. « Une stratégie de chasse coordonnée entre deux espèces différentes. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Marie observait la scène avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. « Ce n'est pas la première fois », admit-elle finalement. « J'ai remarqué des comportements similaires la semaine dernière, mais je n'étais pas sûr. Je pensais que c'était peut-être une coïncidence. » Jean secoua la tête, visiblement troublé. « Ceci complique considérablement notre situation. Echo développe des techniques de chasse qui dépendent de la présence de Soleil. Comment va-t-il s'adapter à la chasse solitaire typique des lynx dans la nature ?» La question resta sans réponse, suspendue dans l'air comme un nuage d'orage. Dans l'enclos, Echo avait transporté sa prise dans un coin et commençait à la consommer. Soleil s'était couché à distance respectueuse, manifestement satisfait du résultat de leur collaboration. Cette nuit-là, après une longue réunion d'équipe consacrée au cas d'Echo, Marie resta seule dans son bureau, relisant ses notes et cherchant désespérément une solution qui servirait au mieux les intérêts du jeune lynx. Les opinions s'étaient divisées parmi ses collègues. Certains suggéraient de séparer immédiatement et définitivement Echo et Soleil, arguant que plus la relation se prolongeait, plus la transition vers l'indépendance serait difficile. D'autres, comme Élise, défendaient une approche plus graduelle, craignant qu'un sevrage brutal ne traumatise le jeune félin. Jean, dans sa sagesse, avait finalement tranché. Nous allons accélérer le protocole de séparation, mais de manière progressive. À partir de demain, Echo passera 80% de son temps dans l'environnement sauvage simulé, sans contact avec Soleil ou les humains. Leurs périodes communes seront réduites à 2 sessions de 30 minutes par jour, sous supervision constante. C'était un compromis raisonnable. Marie le savait. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une appréhension sourde à l'idée de perturber l'équilibre fragile qu'Echo avait trouvé. Ses réflexions furent interrompues par un léger coup à la porte. Thomas, le garde forestier qui avait amené Soleil au centre, se tenait dans l'embrasure. « Marie, désolé de passer si tard, mais j'ai pensé que tu voudrais savoir tout de suite. » Quelque chose dans son expression alerta Marie.
Qu'est-ce qui se passe? Thomas entra, tenant une liasse de documents. J'ai retrouvé les propriétaires de Soleil. Le cœur de Marie sembla manquer un battement. Comment, après tout ce temps? Pure coïncidence. J'étais en patrouille près de Saint-Martin et j'ai repéré une affiche dans un village. Une famille de touristes allemands. Leur chien a disparu pendant leurs vacances d'hiver, il y a presque 3 mois. J'ai vérifié, les dates, la description, tout correspond. Ils ont laissé leurs coordonnées à l'office de tourisme avant de rentrer chez eux. Marie prit les documents d'une main qu'elle s'efforçait de garder stable. Des photos montraient une famille souriante, un couple et 2 jeunes enfants, avec un Golden Retriever identique à Soleil. Ludwig, disait l'affiche en allemand et en français, perdu le 12 janvier dans la région de Saint-Martin-de-Belleville. Chien adorable et très gentil, enfant désespéré, récompense. Ils l'ont cherché pendant 2 semaines avant de devoir rentrer en Allemagne, expliqua doucement Thomas. Apparemment, le chien s'est échappé pendant une promenade quand ils ont été surpris par une tempête de neige. Ils ont contacté tous les refuges et vétérinaires de la région, mais pas notre centre qui est plus éloigné et spécialisé dans la faune sauvage, compléta Marie, la gorge serrée. Thomas acquiesça. J'ai pris l'initiative de les appeler. Ils étaient bouleversés serait un euphémisme. Ils prennent la route demain matin et seront là après-midi. Marie ferma brièvement les yeux, assimilant l'information. Une partie d'elle se réjouissait pour cette famille et pour Soleil, qui allait retrouver des êtres qu'il aimait manifestement. Une autre partie, qu'elle n'était pas fière de reconnaître, ressentait une panique viscérale à l'idée des conséquences pour Echo. « Merci Thomas, dit-elle finalement. Tu as fait ce qu'il fallait. » Après son départ, Marie resta immobile, contemplant les documents éparpillés sur son bureau. La photo de la famille heureuse avec leur chien semblait la narguer. Demain, Soleil, Ludwig, retrouverait sa vie d'avant, comme si ces 3 mois n'avaient été qu'une parenthèse. Et Echo. Marie se leva brusquement, saisit sa veste et se dirigea vers les enclos. Elle avait besoin de les voir, une dernière fois ensemble, avant que tout ne change. La nuit était claire, le ciel alpin parsemé d'étoiles brillantes. L'air frais portait les premières senteurs du printemps, résine de pin, terre humide et la promesse de renouveau. Dans leur enclos commun, Echo et Soleil dormaient paisiblement, le petit corps tacheté du lynx blotti contre la fourrure dorée du chien, leur respiration synchronisée dans le silence nocturne. Marie les observa longuement, gravant cette image dans sa mémoire. Demain, elle devrait expliquer à son équipe que leur plan soigneusement élaboré venait d'être bouleversé. Demain, elle devrait préparer Echo à une séparation pour laquelle il n'était pas prêt. Demain, ils entreraient tous dans un territoire encore plus inconnu que celui qu'ils exploraient déjà. Mais pour l'instant, dans le calme de cette nuit de printemps, Marie se permit simplement d'être témoin de ce miracle improbable, un lynx roux orphelin et un Golden Retriever perdu qui, contre toute attente, s'étaient trouvés et sauvés mutuellement. Le lendemain matin, Marie convoqua une réunion d'urgence pour informer l'équipe des développements concernant Soleil. La nouvelle fut accueillie avec un mélange de sentiments contradictoires. Joie sincère pour le chien qui allait retrouver sa famille, inquiétude profonde pour les conséquences sur Echo. Nous avons environ 6 heures avant leur arrivée, conclut Marie après avoir exposé la situation. Nous devons établir un plan d'action immédiat pour minimiser l'impact sur Echo. Jean, qui avait écouté attentivement sans interrompre, prit la parole. C'est une situation délicate, mais c'est aussi la résolution naturelle et juste pour Soleil. Nous n'avons pas le droit de priver ces gens de leur animal de compagnie, ni Soleil de sa famille. Personne ne suggère cela, répondit doucement Marie. Il s'agit de gérer la transition pour Echo de la manière la moins traumatisante possible. Élise, qui connaissait mieux que quiconque la physiologie et la psychologie des félins sauvages, proposa une approche.
Nous devons éviter un sevrage brutal. Je suggère que nous commencions immédiatement une séparation partielle, tout en introduisant de nouveaux enrichissements pour Echo, quelque chose qui porte l'odeur de soleil et puisse servir d'objet transitionnel. Paul hocha la tête. On pourrait utiliser une couverture sur laquelle Soleil a dormi, ou un de ses jouets. Ce n'est pas idéal, mais ça pourrait aider. Et nous devrions accélérer son introduction aux environnements purement sauvages, ajouta Jean. Plus il sera exposé à des stimuli naturels, plus vite il s'adaptera à l'absence de soleil. Marie écoutait ces suggestions, les notant mécaniquement, mais une partie d'elle restait figée dans l'image de la nuit précédente, Echo et Soleil, endormis paisiblement, inconscients du bouleversement imminent. Comment expliquer à un jeune lynx que son unique source de réconfort allait disparaître du jour au lendemain? Marie? La voix de Jean la ramena au présent. Qu'en penses-tu? Elle se redressa, rassemblant ses pensées professionnelles. Toutes ces suggestions sont pertinentes. Commençons par séparer Echo et Soleil pour quelques heures, tout en préparant des objets transitionnels. Je vais personnellement superviser Echo dans l'enclos sauvage pendant cette période. Le plan fut mis en œuvre immédiatement. Marie accompagna Echo dans l'enclos de simulation sauvage, un vaste espace extérieur sécurisé qui reproduisait son habitat naturel, avec des rochers, des arbres et même un petit ruisseau artificiel. Elle avait apporté une couverture imprégnée de l'odeur de soleil, qu'elle plaça stratégiquement dans une zone où le jeune lynx aimait se reposer. Pendant la première heure, Echo montra des signes évidents d'anxiété. Il arpentait nerveusement l'enclos, s'arrêtant fréquemment pour regarder vers la porte, ses oreilles pivotant constamment comme s'il cherchait à capter un son familier. Il ignorait les proies vivantes libérées pour stimuler ses instincts de chasse, et même la couverture qui portait l'odeur de soleil ne semblait pas le réconforter. Marie l'observait depuis un poste discret, le cœur serré. Elle avait travaillé avec des animaux sauvages, suffisamment longtemps pour reconnaître les signes de détresse, même chez une espèce normalement stoïque comme le lynx roux. Vers la 3e heure, le comportement d'Echo changea. Il cessa ses allers-retours nerveux et se retira dans la partie la plus isolée de l'enclos, se blottissant sous un surplomb rocheux d'où il fixait l'espace devant lui d'un regard vide. Ce repli l'inquiétait davantage que l'agitation précédente. C'était un signe de résignation, peut-être même de dépression. Pendant ce temps, dans une autre partie du centre, Élise et Paul préparaient Soleil pour sa réunion avec ses propriétaires. Ils l'avaient baigné, brossé et lui avaient mis un collier neuf acheté pour l'occasion. Le Golden Retriever semblait sentir que quelque chose d'important se préparait. Il était inhabituellement calme, sa queue remuant doucement quand on s'adressait à lui, mais ses yeux se tournant fréquemment vers les couloirs, comme s'il cherchait Echo. « Tu crois qu'il comprend ce qui se passe ?» demanda Paul à Élise, tandis qu'il terminait les préparatifs. Élise soupira. « Les chiens sont incroyablement perceptifs. Il sent probablement que quelque chose change, même s'il ne peut pas conceptualiser exactement quoi. » À 14 heures précises, une voiture immatriculée en Allemagne se gara devant le centre. Jean et Thomas sortirent accueillir la famille Müller, Hans et Greta, et leurs 2 enfants, Lucas et Sophie, âgés de 8 et 6 ans. Les retrouvailles furent émouvantes, Soleil reconnaissant immédiatement ses propriétaires, bondissant et gémissant de joie, léchant frénétiquement les visages des enfants qui pleuraient et riaient en même temps. « Ludwig, Ludwig, tu nous as tellement manqué !» Sophie serrait le cou du Golden Retriever, enfouissant son visage dans sa fourrure dorée. Hans Müller, les yeux humides, serra la main de Thomas avec effusion. « Nous avions presque perdu espoir, » dit-il en français hésitant. « Comment pourrons-nous jamais vous remercier ?» Thomas et Jean expliquèrent brièvement comment Soleil, Ludwig, avait été trouvé et recueilli par le centre, omettant délibérément les détails concernant son rôle auprès d'Echo. Ce n'était pas de la dissimulation, mais une simplification justifiée par la situation,
Qu'auraient pu comprendre ces gens heureux à l'idée complexe et improbable d'un Golden Retriever servant de figure parentale à un lynx roux orphelin? Marie observait la scène depuis une fenêtre du bâtiment principal, tiraillée entre la joie sincère pour cette réunion familiale et l'appréhension pour ce qui attendait Echo. Quand Soleil, maintenant redevenu définitivement Ludwig, fut conduit vers la voiture, entouré de sa famille extatique, elle détourna le regard, incapable de supporter la finalité de ce départ. Elle retourna auprès d'Echo, qui n'avait pas bougé de sa retraite sous le rocher. Avec précaution, elle s'approcha plus près qu'elle ne l'aurait normalement fait avec un animal sauvage en réhabilitation. « Je suis désolée », murmura-t-elle, sachant pertinemment qu'Echo ne pouvait comprendre ses paroles, mais espérant que quelque chose dans son ton pourrait le réconforter. « Je suis tellement désolée. » Les jours suivants furent parmi les plus difficiles que Marie ait connus dans sa carrière. Echo refusait catégoriquement de s'alimenter, rejetant même les proies vivantes qui auraient normalement stimulé ses instincts de chasse. Il passait la majeure partie de son temps recroquevillé dans des espaces confinés, évitant tout contact visuel avec les humains qui l'observaient. Son pelage, qui avait retrouvé son éclat durant sa convalescence, commençait à nouveau à paraître terne, et sa silhouette semblait s'amenuiser jour après jour. « Il se laisse mourir », constata Élise, après un examen à distance lors du 5e jour suivant le départ de Soleil. « Nous allons devoir intervenir s'il continue à refuser de se nourrir. » L'intervention signifiait l'alimentation forcée, une procédure stressante qui risquait d'aggraver l'état psychologique déjà fragile d'Echo, mais l'alternative était de le regarder s'affaiblir jusqu'à un point de non-retour. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Marie retourna au centre. La pleine lune baignait les enclos d'une lumière argentée, créant un paysage presque surnaturel. Elle se dirigea vers l'espace où Echo était maintenu, s'attendant à le trouver dans sa cachette habituelle. Mais le jeune lynx n'était pas recroquevillé sous son rocher. Il se tenait au centre de l'enclos, parfaitement immobile, fixant la lune de ses yeux dorés. Quelque chose dans cette posture, droite, alerte, presque majestueuse malgré sa jeunesse, fit naître une lueur d'espoir dans le cœur de Marie. Lentement, avec une délicatesse infinie, elle ouvrit la porte sécurisée et entra dans l'enclos, une violation flagrante des protocoles qu'elle-même avait contribué à établir. Echo tourna la tête vers elle, mais ne s'enfuit pas comme elle s'y attendait. Il la regarda simplement, ses yeux reflétant la lumière lunaire. Marie s'assit à distance respectueuse, sans tenter d'approcher davantage. « Je sais que tu souffres, » dit-elle doucement. « Je donnerai n'importe quoi pour pouvoir te l'expliquer, pour que tu comprennes que ce n'est pas un abandon. » À sa grande surprise, Echo s'avança de quelques pas dans sa direction. Non pas avec la démarche furtive du prédateur, mais avec une curiosité presque délibérée. Il s'arrêta à environ 2 mètres d'elle, s'assit sur ses pattes arrière et continua à l'observer. C'était la première interaction volontaire qu'il initiait depuis le départ de Soleil. Un minuscule rayon de lumière dans l'obscurité de leur situation. « Tu es plus fort que tu ne le crois », murmura Marie, « et nous allons traverser cela ensemble. » Comme s'il avait compris le sentiment, sinon les mots, Echo cligna lentement des yeux, ce geste que les félins utilisent pour exprimer la confiance. Puis, aussi soudainement qu'il était venu, il se détourna et disparut dans les ombres de l'enclos. Le lendemain matin, l'équipe découvrit avec stupéfaction qu'Echo avait consommé l'une des proies vivantes laissées dans son enclos, un petit lapin. C'était une quantité modeste, mais c'était le premier signe qu'il n'avait pas complètement abandonné sa volonté de vivre. « C'est un début », dit Jean en examinant les restes de la proie. « Un très petit début. » Marie acquiesça, gardant pour elle l'expérience de la nuit précédente. Elle savait que l'interaction qu'elle avait eue avec Echo était contraire aux objectifs de réhabilitation à long terme. Un lynx sauvage ne devrait pas rechercher la compagnie humaine, même dans la détresse.
Mais en cet instant précis, alors qu'il luttait pour survivre à cette séparation traumatique, peut-être que les règles conventionnelles devaient être adaptées. Une chose était certaine, le chemin vers la guérison d'Echo serait long et incertain. Mais pour la première fois depuis le départ de Soleil, Marie osait espérer que ce chemin existait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Soleil et le centre de réhabilitation avait adopté une nouvelle routine centrée sur les besoins d'Echo. Le jeune lynx avait recommencé à s'alimenter régulièrement, bien qu'avec moins d'enthousiasme qu'auparavant. Son poids s'était stabilisé et les signes physiques de dépression, pelage terne, posture affaissée, regard éteint, commençaient progressivement à s'estomper. Cependant, tous les membres de l'équipe savaient que la guérison extérieure ne reflétait pas nécessairement l'état émotionnel du félin. Echo avait développé de nouvelles habitudes qui témoignaient de son adaptation forcée. Il passait de longues heures perché sur les branches les plus hautes de son enclos, observant l'horizon comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Lorsqu'il se déplaçait, c'était avec une prudence exacerbée, évitant désormais presque tout contact avec les humains, y compris Marie. C'est paradoxalement bon signe, nota Jean lors d'une réunion d'évaluation. Il retrouve la méfiance naturelle de son espèce envers les humains. Marie acquiesça, même si une partie d'elle ressentait une pointe de tristesse face à ce recul relationnel. C'était exactement ce qu'ils espéraient pour sa réintroduction future, mais cela signifiait aussi qu'Echo s'isolait dans sa souffrance, sans le réconfort qu'avait pu lui apporter Soleil. « J'ai une proposition », intervint Paul, qui avait observé attentivement le comportement du jeune lynx ces derniers jours. « Je pense qu'il est temps d'avancer vers la prochaine étape de sa réhabilitation. La présence de Soleil a certainement retardé son développement de chasseur solitaire, mais maintenant qu'il recommence à s'alimenter, nous devrions stimuler davantage ses instincts naturels. »« Qu'est-ce que tu suggères exactement ?» demanda Élise, intriguée. Paul déroula une carte topographique sur la table. « Nous avons cet enclos extérieur étendu qui n'est plus utilisé depuis la réintroduction des aigles l'année dernière. Presque 2 hectares de terrain variés, avec des zones boisées, rocheuses, et même un petit étang. Il est complètement sécurisé, mais offre un environnement beaucoup plus naturel que son enclos actuel. » Marie se pencha sur la carte, examinant l'espace en question. L'enclos était situé à l'extrémité la plus isolée du centre, loin des zones fréquentées par le personnel. Il offrait effectivement une simulation bien plus fidèle d'un habitat naturel. « Tu penses qu'il est prêt pour ça ?» demanda-t-elle. « Je pense qu'il en a besoin, » répondit Paul avec conviction. Echo a besoin de redécouvrir sa nature profonde de lynx roux, de se reconnecter avec ses instincts. Un environnement plus vaste et complexe pourrait l'aider à se concentrer sur sa propre survie, plutôt que sur l'absence de soleil. Jean hocha lentement la tête. L'idée a du mérite. Nous pourrions y introduire des proies plus diversifiées, peut-être même créer des défis de chasse plus élaborés. Qu'en penses-tu, Marie ? Marie hésita un instant. L'enclos plus grand signifierait moins d'opportunités d'observation directe d'Echo, moins de contrôle. Mais n'était-ce pas précisément l'objectif à long terme ? Préparer le jeune lynx à vivre sans surveillance humaine, à retrouver l'indépendance sauvage inscrite dans ses gènes. « Faisons-le », décida-t-elle. Mais progressivement. Je suggère de l'introduire d'abord pour quelques heures par jour, en augmentant graduellement jusqu'à ce qu'il y passe tout son temps. Le plan fut approuvé à l'unanimité, et dès le lendemain, les préparatifs commencèrent. L'enclos extensif fut minutieusement inspecté pour éliminer tout danger potentiel, des caméras de surveillance discrètes furent installées à des points stratégiques, et différents enrichissements environnementaux furent ajoutés pour stimuler les sens et les instincts d'Echo. Le grand jour arriva une semaine plus tard. Marie, accompagnée d'Élise et de 2 assistants, transporta Echo dans une cage spéciale jusqu'à l'entrée du nouvel enclos.
Le jeune lynx était inhabituellement calme pendant le transfert, comme s'il sentait l'importance de ce moment. Lorsque la porte de la cage fut ouverte, Echo ne bondit pas immédiatement vers la liberté comme il s'y attendait. Il resta immobile, reniflant l'air chargé d'odeurs nouvelles, ses oreilles pivotant pour capter chaque son de cet environnement inconnu. Puis, avec une lenteur délibérée, il émergea, ses pattes touchant doucement le sol terreux. « Regarde sa posture », chuchota Élise, totalement différente. C'était vrai. Dans son enclos précédent, Echo se déplaçait souvent avec une tension visible, comme un animal conscient des limites de son espace. Ici, dès ses premiers pas, son corps semblait se transformer, dos légèrement arqué, épaules souples, démarche silencieuse et fluide. C'était comme si l'espace plus vaste réveillait en lui une mémoire ancestrale, une façon d'être qui transcendait son expérience personnelle. L'équipe se retira discrètement, laissant Echo explorer son nouveau territoire. Il suivrait ses mouvements via les caméras, intervenant uniquement en cas d'urgence absolue. Dans la salle de surveillance, Marie observait avec fascination la métamorphose qui s'opérait. Echo explorait méthodiquement son nouvel environnement, marquant certains arbres de ses griffes, s'arrêtant pour humer longuement des traces odorantes invisibles aux humains, testant différentes cachettes potentielles. Ce n'était pas le comportement d'un animal captif, c'était celui d'un prédateur cartographiant son territoire. C'était exactement ce dont il avait besoin, murmura Paul, observant les écrans à ses côtés. Les jours suivants confirmèrent cette impression. Echo passait désormais ses matinées dans le grand enclos, retournant à son espace habituel uniquement pour la nuit. Chaque jour, il semblait plus à l'aise, plus confiant dans ses mouvements. Ses techniques de chasse, auparavant efficaces mais quelque peu mécaniques, devenaient plus fluides, plus instinctives. Une semaine après son introduction dans le nouvel espace, l'équipe fit une découverte surprenante lors de la vérification matinale des caméras. « Il faut que vous voyiez ça », appela Paul, rewinding une séquence nocturne. Sur l'écran, Echo apparaissait dans la pénombre, éclairé par la lune. Il se déplaçait avec une assurance nouvelle, s'arrêtant près de l'étang. Là, il fit quelque chose d'étonnant. Il s'accroupit au bord de l'eau, sa patte avant suspendue au-dessus de la surface miroitante. Avec une patience infinie, il resta immobile, jusqu'à ce qu'un mouvement rapide de sa patte fasse jaillir un petit poisson hors de l'eau. Une technique de pêche, souffla Élise, incrédule. Personne ne lui a enseigné ça. C'est inné, confirma Jean. Les lynx roux qui vivent près des cours d'eau développent naturellement cette technique, mais Echo n'a jamais été exposé à un environnement aquatique avant. C'est remarquable qu'il ait découvert cette méthode par lui-même. Marie sentit une vague d'émotion la submerger. C'était la preuve qu'Echo portait en lui tous les instincts nécessaires à sa survie dans la nature, des connaissances inscrites dans ses gènes qui n'attendaient que l'opportunité de s'exprimer. Un mois après le début de l'expérience du grand enclos, Echo y passait tout son temps, revenant rarement dans son ancien espace. Les signes de son adaptation étaient évidents. Il avait établi plusieurs caches de nourriture à travers son territoire, créé des chemins de patrouille réguliers et développé une routine de chasse impressionnante d'efficacité. Mais le changement le plus significatif était peut-être dans son rapport aux humains. Echo les évitait désormais activement, se dissimulant dès qu'il détectait leur présence lors des rares interventions nécessaires dans l'enclos. Cette réaction, bien que douloureuse pour Marie qui avait développé un attachement particulier pour le jeune lynx, était exactement ce qu'ils espéraient pour sa future réintroduction. Je pense qu'il est temps de discuter d'un calendrier concret pour sa libération, annonça Jean lors d'une réunion d'évaluation. À ce rythme, il pourrait être prêt d'ici 3 à 4 mois. La déclaration fut accueillie par un silence pensif. Tous savaient que c'était l'objectif ultime de leur travail, rendre écho à la vie sauvage.
Mais la perspective concrète de le voir partir générait des sentiments mitigés. « Nous devrons choisir le site avec une extrême précaution », nota Élise. « Idéalement, un territoire sans meute de loups établi, avec une population suffisante de proies et suffisamment éloignée des zones habitées. » « J'ai quelques sites potentiels à proposer », intervint Thomas, qui assistait exceptionnellement à la réunion. « Des zones que j'ai personnellement explorées et qui correspondraient à ses besoins. » Tandis que la discussion technique se poursuivait, Marie restait silencieuse, son regard dérivant vers les écrans de surveillance où l'on apercevait Echo, perché sur un rocher ensoleillé, sa silhouette élégante se détachant contre le ciel bleu. Une sensation étrange l'envahit, un mélange de fierté pour ce qu'il était devenu et de tristesse anticipée pour son départ inévitable. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, elle retourna au centre et se dirigea vers le grand enclos. La pleine lune illuminait le paysage, transformant la végétation en sculpture d'argent. Marie s'assit sur un banc à l'extérieur de la clôture, sachant qu'Echo était quelque part à l'intérieur, invisible mais présent. « Tu vas nous manquer », murmura-t-elle dans la nuit. « Mais c'est là que tu dois être, dans la liberté sauvage. » Comme en réponse à ses pensées, un mouvement attira son attention. À la lisière des arbres, juste assez près pour être visible mais suffisamment loin pour maintenir une distance de sécurité, se tenait Echo. Ses yeux dorés reflétaient la lumière lunaire tandis qu'il l'observait, immobile et majestueux. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, séparés par la clôture mais connectés par quelque chose de plus profond que les mots, une compréhension mutuelle peut-être, ou simplement la reconnaissance silencieuse du chemin parcouru ensemble. Puis, aussi silencieusement qu'il était apparu, Echo se détourna et disparut dans la forêt miniature de son enclos, retournant à la vie sauvage qu'il avait redécouverte, pas à pas, jour après jour. Le printemps cédait progressivement sa place à l'été dans les Alpes françaises. Les journées s'allongeaient, la température s'élevait et la nature s'épanouissait dans une explosion de vie et de couleurs. Au centre de réhabilitation, les préparatifs pour la libération d'Echo s'intensifiaient. Thomas avait identifié 3 sites potentiels et l'équipe avait finalement sélectionné une zone isolée du parc naturel régional du Vercors, un territoire montagneux offrant un habitat idéal pour un lynx roux avec une abondance de proies et peu de présence humaine. Echo, désormais âgé de presque 7 mois, s'était transformé en un magnifique spécimen de son espèce. Son corps avait perdu toute trace de l'émaciation qu'il avait marquée lors de son sauvetage, développant la musculature puissante caractéristique des lynx adultes. Ses mouvements étaient empreints d'une grâce féline accomplie, et ses techniques de chasse s'étaient affinées jusqu'à atteindre une efficacité redoutable. « Il est presque prêt », confirma Élise après une journée entière passée à analyser les dernières données comportementales. Ses patterns de chasse, son territoire, sa méfiance envers les humains, tous les indicateurs sont au vert. Marie hocha la tête, feuilletant le rapport détaillé qu'ils avaient compilé pour les autorités environnementales qui devaient approuver la réintroduction. Nous prévoyons donc toujours la libération pour le 15 juillet. Si la météo le permet, oui, confirma Jean. Cela lui donnera tout l'été et l'automne pour s'établir avant les rigueurs de l'hiver. La réunion se poursuivit, abordant les aspects logistiques de l'opération. Le transport, le suivi post-libération via un minuscule émetteur GPS qui serait fixé à l'oreille d'Echo, le protocole d'intervention en cas de problème. C'était une procédure que l'équipe avait réalisée des dizaines de fois avec d'autres animaux, mais chaque cas restait unique, porteur de ses propres défis et incertitudes. Tandis que ses collègues discutaient des derniers détails techniques, Marie sentit son téléphone vibrer dans sa poche. En temps normal, elle aurait ignoré l'appel pendant une réunion, mais le nom qui s'affichait à l'écran la fit se lever précipitamment. « Excusez-moi, je dois prendre cet appel », dit-elle en quittant rapidement la salle. Une fois dans le couloir, elle décrocha, le cœur battant d'appréhension. « Thomas ?
Qu'est-ce qui se passe? La voix du garde forestier était tendue, entrecoupée par le bruit du moteur de son véhicule. Marie, je suis en route vers le centre. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. J'ai retrouvé Soleil. Marie s'appuya contre le mur, ses jambes soudain faibles. Quoi? Comment est-ce possible? Il est en Allemagne avec sa famille. Apparemment non, répondit Thomas. Je patrouillais près de Saint-Martin quand j'ai vu ce chien errant sur le bord de la route. J'ai d'abord pensé à une coïncidence, un autre Golden Retriever, mais il est venu droit vers moi quand j'ai arrêté mon véhicule. C'est lui, Marie. Il porte même encore le collier que nous lui avions mis. L'esprit de Marie tourbillonnait, incapable d'assimiler cette information. Mais comment? Pourquoi? Je ne sais pas encore. Il est maigre et épuisé, mais en assez bonne santé considérant les circonstances. J'ai essayé de contacter les Müller, mais je n'arrive pas à les joindre. Nous serons au centre dans environ 20 minutes. D'accord, je prépare tout. Merci Thomas. Marie raccrocha, le souffle court. Soleil, Ludwig, était revenu. Après presque 3 mois, après avoir retrouvé sa famille et sa vie d'avant, il était réapparu comme par miracle. Les implications de ce retour inattendu l'assaillaient de toutes parts. Qu'allait-il faire de lui? Comment expliquer sa présence à des centaines de kilomètres de son foyer allemand? Et surtout, comment Echo réagirait-il si... Non. Cette pensée-là, elle ne pouvait pas se permettre de l'explorer. Echo avait parcouru un chemin difficile mais nécessaire vers l'indépendance sauvage. Réintroduire Soleil dans sa vie maintenant serait non seulement contre-productif, mais potentiellement destructeur pour tous les progrès accomplis. Marie retourna dans la salle de réunion, tentant de maîtriser son agitation intérieure. « Nous avons une situation inattendue », annonça-t-elle. « Thomas vient de retrouver Soleil près de Saint-Martin. Il l'amène au centre. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration, rapidement suivie par une explosion de questions auxquelles Marie n'avait pas de réponse. Jean, toujours pragmatique, reprit rapidement le contrôle de la situation. « Bien, voilà ce que nous allons faire. Paul et Élise, continuez les préparatifs pour Echo comme prévu. Marie et moi allons gérer cette situation avec Soleil. Pour l'instant, ces 2 dossiers restent complètement séparés. Compris? » Tous acquiescèrent, comprenant la logique derrière cette décision. 20 minutes plus tard, le véhicule de Thomas franchissait le portail du centre. Marie et Jean sortirent à sa rencontre, et effectivement, là, sur le siège passager, se trouvait Soleil. Le Golden Retriever, en les apercevant, se mit à remuer frénétiquement la queue, émettant de petits gémissements d'excitation. Thomas ouvrit la portière, et Soleil bondit dehors, se précipitant directement vers Marie. Il sautait autour d'elle, léchant ses mains, manifestant une joie débordante qui contrastait avec son apparence physique dégradée. Son pelage doré était souillé et emmêlé. Il avait visiblement perdu du poids, et une légère claudication trahissait une blessure à la patte arrière droite. « Mon Dieu, Soleil !» murmura Marie, s'agenouillant pour l'examiner sommairement. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Thomas secoua la tête, perplexe. « Je n'arrive toujours pas à joindre les Müller. J'ai laissé des messages, mais pas de réponse. » Jean s'accroupit à son tour, examinant le collier que portait le chien. Une médaille y était attachée, portant des inscriptions en allemand. Ludwig, suivi d'un numéro de téléphone et d'une adresse à Munich, traduisit-il. C'est bien lui, pas de doute. Mais comment a-t-il pu parcourir une telle distance? S'interrogea Marie. Munich est à plus de 600 kilomètres d'ici. Thomas haussa les épaules. Les chiens peuvent parcourir des distances incroyables pour retrouver un lieu ou une personne qui compte pour eux. Il y a des cas documentés de chiens qui ont traversé des pays entiers. Emmenons-le à l'infirmerie, décida Jean. Il a besoin de soins et nous devons réfléchir calmement à cette situation. Tandis qu'il conduisait Soleil vers le bâtiment principal,
Marie ne pouvait s'empêcher de jeter des regards inquiets vers le grand enclos où se trouvait Echo, craignant qu'il ne détecte d'une façon ou d'une autre la présence de son ancien compagnon. Mais l'enclos était situé à l'opposé du centre, et pour l'instant le secret semblait préservé. À l'infirmerie, Élise procéda à un examen complet de Soleil, confirmant qu'il souffrait de déshydratation, de malnutrition légère et d'une entorse à la patte arrière, mais qu'il était globalement en assez bon état compte tenu de son périple présumé. Il a dû trouver à se nourrir en route, nota-t-elle, probablement grâce à la gentillesse de personnes croisées sur son chemin. Les Golden sont experts pour attendrir les cœurs. Pendant ce temps, Jean avait poursuivi ses tentatives pour contacter la famille Muller, sans succès. « C'est étrange », marmonna-t-il. « Le numéro semble valide, mais personne ne répond. » Marie, qui brossait doucement le pelage emmêlé de soleil, s'arrêta soudain, frappée par une pensée. Et s'il l'avait abandonné délibérément? Jean la regarda, sourcils froncés. Quoi? Après avoir fait des centaines de kilomètres pour le récupérer? Ça n'a aucun sens. Sauf si... Marie hésita, organisant ses pensées. Thomas, tu m'as dit que lorsque les Muller sont venus chercher Soleil, ils ont mentionné qu'ils déménageaient bientôt, n'est-ce pas? Thomas acquiesça lentement. Oui, je crois qu'ils parlaient de s'installer en Suède ou en Norvège. Un pays scandinave en tout cas. Le père avait obtenu un nouveau poste. Et s'ils ne pouvaient pas emmener Soleil avec eux, poursuivit Marie. Les règles de quarantaine pour les animaux sont strictes dans ces pays. Peut-être qu'ils l'ont abandonné quelque part sur la route, sachant qu'il se débrouillerait. Cette hypothèse, bien que troublante, semblait expliquer l'inexplicable, pourquoi le chien était réapparu en France et pourquoi ses propriétaires restaient injoignables. C'est une théorie, concéda Jean. Mais restons factuels pour l'instant. Nous avons un animal domestique perdu ou abandonné, en relativement bonne santé. Notre devoir est de le soigner et de chercher à comprendre ce qui s'est passé. En attendant, il reste ici, dans une zone séparée de l'enclos d'Echo. Marie acquiesça, comprenant la sagesse de cette approche. Pourtant, tandis qu'elle continuait à prodiguer des soins à Soleil, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur la signification de ce retour presque miraculeux. Était-ce simplement le hasard, ou quelque chose de plus profond, un lien qui transcendait l'espace et la logique rationnelle? Cette nuit-là, après avoir installé Soleil dans un enclos confortable à l'extrémité opposée du centre par rapport à Echo, Marie resta longtemps assise sous les étoiles, contemplant les mystérieuses voies du destin qui avaient ramené le Golden Retriever précisément au moment où le jeune lynx s'apprêtait à retrouver sa liberté sauvage. Le retour inattendu de Soleil avait plongé l'équipe du centre de réhabilitation dans un dilemme éthique complexe. D'un côté, leur mission professionnelle était claire, poursuivre la préparation d'Echo pour sa réintroduction dans la nature, maintenant qu'il avait retrouvé ses instincts sauvages. De l'autre, l'arrivée miraculeuse du Golden Retriever soulevait des questions troublantes qui ne pouvaient être ignorées. 3 jours après le retour de Soleil, Thomas fit enfin une percée dans ses recherches. « J'ai réussi à joindre un voisin des Muller à Munich », annonça-t-il lors de la réunion matinale. « La famille a effectivement déménagé en Suède il y a environ 1 mois. Apparemment, les règles d'importation d'animaux y sont très strictes. Quarantaine obligatoire, tests médicaux coûteux, paperasse interminable. » « Alors ils ont simplement abandonné Soleil ?» demanda Marie, le visage tendu. Thomas hocha gravement la tête. Selon le voisin, ils l'ont confié à un ami qui devait s'en occuper. Mais cet ami reste mystérieusement introuvable. Je soupçonne qu'ils l'ont simplement déposé quelque part en espérant que quelqu'un le recueillerait. Un silence lourd s'abattit sur la salle. L'idée que des gens puissent récupérer leur animal avec tant d'émotions apparentes, pour ensuite l'abandonner comme un objet encombrant, était profondément révoltante pour ces professionnels dévoués à la protection animale. « Cela explique pourquoi il est revenu ici », murmura Élise. «
C'était le dernier endroit où il s'était senti en sécurité, accepté. Jean se racla la gorge, ramenant la discussion vers les aspects pratiques. Cette information clarifie la situation juridique. Si Soleil a été abandonné, nous pouvons légitimement décider de son avenir. Mais cela ne résout pas notre dilemme concernant Echo. Est-ce vraiment un dilemme ? Intervint Paul, qui était resté silencieux jusqu'alors. Nous savons tous ce qui est le mieux pour Echo, poursuivre sa réintroduction comme prévu. Lui permettre de revoir Soleil maintenant, après tous ses progrès, serait une erreur professionnelle. Marie sentit une pointe d'irritation face à la certitude de Paul, mais elle ne pouvait nier la logique de son raisonnement. « Tu as raison sur le principe », concéda-t-elle. « Mais la situation est plus nuancée. Nous parlons d'un lien exceptionnel entre deux êtres qui se sont mutuellement sauvés. Pouvons-nous simplement ignorer cela au nom de nos protocoles ? » « Ce n'est pas une question de protocole, Marie, » répondit doucement Jean. « C'est une question de ce qui est juste pour Echo à long terme. Il est né sauvage, et c'est dans la nature qu'il a sa meilleure chance de mener une vie épanouie et complète. » La discussion se poursuivit sans qu'une décision claire n'émerge. Finalement, Jean proposa un compromis. Maintenir la séparation entre Echo et Soleil pour l'instant, tout en ralentissant légèrement le processus de préparation à la libération du lynx pour se donner le temps d'une réflexion plus approfondie. « Et concernant Soleil ?» demanda Élise. « Que faisons-nous de lui une fois rétabli ?»« Je pourrais le prendre, » proposa Thomas, surprenant tout le monde. « Ma fille me supplie d'adopter un chien depuis des années, et Soleil est exceptionnel. Je connais son histoire, ses besoins, ça me semble logique. » Marie sentit un poids se soulever de ses épaules. L'idée que Soleil puisse trouver un foyer aimant avec quelqu'un qui comprenait son parcours était réconfortante. « Ce serait parfait, Thomas. Merci. » Dans les jours qui suivirent, Marie partagea son temps entre la supervision à distance d'Echo et les soins à Soleil, veillant scrupuleusement à ne jamais porter l'odeur d'un animal lorsqu'elle approchait l'autre. Le Golden Retriever se remettait rapidement de son périple, retrouvant son poids idéal et sa jovialité caractéristique. Sa patte blessée guérissait bien, et il serait bientôt prêt à rejoindre le foyer de Thomas. Quant à Echo, il continuait son évolution vers l'indépendance complète, apparemment inconscient du retour de son ancien compagnon. Ses comportements sauvages s'affirmaient chaque jour davantage, marquage territorial, chasse perfectionnée, méfiance envers tout ce qui était humain. Une semaine après le retour de Soleil, alors que Marie analysait les dernières vidéos de surveillance d'Echo dans son bureau, un détail attira son attention. Sur plusieurs séquences nocturnes, le jeune lynx semblait s'arrêter régulièrement près de la limite nord de son enclos, reniflant l'air avec insistance, parfois même grimpant sur le point le plus élevé à proximité, comme pour mieux capter une odeur lointaine. Cette limite nord était précisément la direction dans laquelle se trouvait l'enclos de Soleil, à plusieurs centaines de mètres de là. « C'est impossible », murmura Marie pour elle-même. « Il ne peut pas le sentir à cette distance. » Et pourtant, en examinant méthodiquement les vidéos des derniers jours, un pattern évident se dessinait. Echo semblait inexplicablement attiré vers cette direction spécifique, manifestant une curiosité qui contrastait avec son comportement territorial habituel. Marie décida de consulter Élise, lui montrant les séquences qui l'intriguaient. « Les lynx ont un odorat exceptionnel », confirma la vétérinaire après avoir observé les vidéos. « Pas aussi développé que celui des canidés, mais remarquablement efficace, surtout pour les odeurs associées à des expériences émotionnellement significatives. Tu penses qu'il pourrait sentir Soleil, à travers la forêt, à plus de 300 mètres ?» Élise réfléchit un instant. « Dans des conditions idéales, avec un vent favorable, c'est théoriquement possible. Mais je pense qu'il s'agit peut-être de quelque chose de plus subtil. Les animaux perçoivent leur environnement d'une façon que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Peut-être captent-ils des nuances dans l'atmosphère du centre, des changements dans le comportement du personnel.
Cette explication rationnelle ne dissipait pas entièrement le malaise de Marie. Elle avait l'intuition tenace qu'Echo, d'une façon ou d'une autre, avait perçu le retour de soleil. Ce soir-là, après le départ de la plupart du personnel, Marie décida de tenter une expérience discrète. Elle se rendit d'abord auprès de Soleil, passant quelques minutes à le caresser, imprégnant volontairement ses vêtements de son odeur. Puis, sans se changer, elle se dirigea vers le point d'observation le plus proche de l'enclos d'Echo. La nuit était tombée, mais la lune presque pleine offrait suffisamment de lumière pour distinguer les formes dans le vaste enclos. Marie attendit patiemment, scrutant l'obscurité à la recherche du jeune lynx. Pendant près d'une heure, rien ne bougea. Elle commençait à penser que son expérience improvisée était un échec lorsqu'un mouvement attira son attention. Echo avait émergé d'un bosquet, sa silhouette élégante se découpant contre la clarté lunaire. Il se déplaçait avec une détermination inhabituelle, directement vers la clôture près de laquelle Marie se tenait. À environ 10 mètres de la limite, il s'arrêta, tête haute, narines frémissantes. Le cœur de Marie battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Echo restait parfaitement immobile, à l'exception de ses oreilles qui pivotaient légèrement, captant le moindre son. Puis, dans un geste qui la prit complètement au dépourvu, il émit un son, pas le cri perçant typique des lynx adultes, mais une vocalisation plus douce, presque interrogative. Marie retint son souffle. Ce son lui rappelait étrangement celui qu'Echo produisait lorsqu'il communiquait avec Soleil durant leur première semaine ensemble. Était-ce possible qu'il reconnaisse l'odeur et cherche à communiquer? Avant qu'elle ne puisse pleinement absorber cette possibilité, Echo se détourna soudainement et disparut dans les ombres de son territoire, aussi silencieusement qu'il était apparu. Cette brève interaction, si on pouvait l'appeler ainsi, laissa Marie profondément troublée. Le comportement d'Echo suggérait qu'il avait non seulement détecté l'odeur de Soleil, mais qu'il l'avait reconnue et y avait répondu d'une façon qui évoquait leur relation passée. Le lendemain matin, elle partagea son expérience avec Jean, s'attendant à une réprimande pour avoir enfreint le protocole de séparation. À sa surprise, le directeur l'écouta attentivement sans l'interrompre. « Je comprends ton inquiétude, Marie, » dit-il finalement. « Mais nous devons rester objectifs. Un seul épisode de reconnaissance olfactive ne signifie pas qu'Echo a régressé dans sa préparation à la vie sauvage. Les souvenirs sensoriels sont puissants chez tous les animaux, mais ils ne dictent pas nécessairement leur choix ou comportement futur. Mais si cette connexion est plus profonde que nous ne le pensions, insista Marie, si en les séparant définitivement, nous leur causons une souffrance inutile à tous les deux. Jean soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Marie, nous marchons sur une ligne très fine ici. Notre travail est de faire ce qui est mieux pour ces animaux à long terme, pas ce qui nous semble émotionnellement satisfaisant à court terme. Je sais, admit-elle. C'est juste que, parfois la nature nous surprend. Des relations interspécifiques existent dans la nature, des symbioses, des mutualismes. Qui sommes-nous pour décider que celle-ci n'a pas sa place dans le monde ? Cette conversation ne trouva pas de résolution claire, mais elle planta une graine dans l'esprit de Jean, suffisamment pour qu'il accepte de repousser la date de libération d'Echo d'une semaine supplémentaire, le temps de recueillir plus d'observations sur son comportement. Ce délai s'avéra crucial, car 3 jours plus tard, un événement inattendu vint bouleverser tous leurs plans soigneusement élaborés. Ce fut une tempête qui changea tout, une violente perturbation météorologique qui n'avait pas été correctement anticipée par les services météorologiques. Elle s'abattit sur la région en milieu de nuit, balayant les montagnes avec une fureur qui semblait personnelle, comme si la nature elle-même cherchait à intervenir dans les affaires humaines. Marie fut réveillée à 3 heures du matin par le hurlement du vent contre les fenêtres de son chalet, suivi presque immédiatement par la sonnerie stridente de son téléphone. C'était Paul, sa voix à peine audible par-dessus le vacarme de la tempête. « Marie !»
L'alarme du centre s'est déclenchée. Une partie de la clôture nord du grand enclos a cédé. Un arbre est tombé dessus. Elle était déjà en train d'enfiler ses vêtements, l'esprit en alerte. Écho. Les caméras ne fonctionnent plus. Coupure de courant. Le générateur de secours alimente uniquement le bâtiment principal. J'arrive tout de suite, lança-t-elle avant de raccrocher. Le trajet jusqu'au centre, habituellement un parcours de 15 minutes, se transforma en une épreuve d'une demi-heure contre les éléments déchaînés. Des branches jonchirent la route, obligeant Marie à slalomer dans l'obscurité, guidée uniquement par ses phares qui perçaient difficilement le rideau de pluie. Lorsqu'elle arriva enfin, elle trouva Paul et 2 assistants de nuit en train de s'équiper avec des lampes torches et des imperméables. « Jean et Élise sont en route », informa Paul en lui tendant une lampe puissante. Thomas aussi, mais il vient de plus loin. Marie acquiesça, assimilant rapidement la situation. Où est la brèche exactement? Limite nord-est du grand enclos. Un pin centenaire s'est déraciné et a écrasé environ 5 mètres de clôture. C'est Robert qui l'a repéré lors de sa ronde de sécurité. La réalisation la frappa comme un coup physique. La limite nord-est, précisément la zone vers laquelle Écho avait manifesté tant d'intérêt ces derniers jours. La zone qui pointait en direction de l'enclos de Soleil. « Et Soleil ?» demanda-t-elle, redoutant déjà la réponse. Paul détourna brièvement le regard. Son enclos est intact, mais il a disparu. La porte a été retrouvée ouverte. Ouverte? Comment est-ce possible? On ne sait pas encore. Le loquet n'est pas endommagé. C'est comme si quelqu'un l'avait délibérément ouvert. Peut-être que la tempête a causé des vibrations qui... Peu importe pour l'instant, l'interrompit Marie, sentant l'urgence de la situation. Si Écho s'est échappé et que Soleil est dehors aussi, elle n'avait pas besoin de finir sa phrase. Ils savaient tous ce que cela signifiait. Un lynx roux, pratiquement sauvage, et un chien domestique, tous deux en liberté dans une forêt battue par la tempête. Le scénario regorgeait de dangers potentiels. Ils se séparèrent en équipes de 2, chacune prenant une direction différente à partir de la brèche dans la clôture. Marie faisait équipe avec Robert, un assistant expérimenté qui connaissait bien le comportement d'Écho. Ils progressaient lentement dans la forêt, leurs lampes balayant les sous-bois, cherchant le moindre signe du lynx ou du chien. La pluie s'était légèrement calmée, mais le vent continuait de hurler dans les cimes, secouant violemment les arbres. Chaque pas était un défi, la terre transformée en boue glissante sous leurs pieds. « Marie !» appela soudain Robert, pointant sa lampe vers un buisson dense. « Des traces !» Elle s'accroupit pour examiner les empreintes partiellement effacées par la pluie. « C'est Écho », confirma-t-elle. Ils se dirigeaient vers l'est. Ils suivirent la piste aussi rapidement que le terrain détrempé le permettait. Les traces étaient parfois difficiles à distinguer, mais l'instinct de Marie, aiguisé par des années d'expérience en suivi de faune sauvage, les guidait dans la bonne direction. Après presque 1 heure de progression laborieuse, ils atteignirent une petite clairière. La pluie avait presque cessé, et la lune perçait occasionnellement à travers les nuages qui se dispersaient, offrant une lumière naturelle intermittente. Robert attrapa soudain le bras de Marie, l'arrêtant net. Il n'eut pas besoin de parler. Elle l'avait vu aussi. À l'autre bout de la clairière, 2 silhouettes se découpaient contre le fond sombre de la forêt, Écho et Soleil. Le lynx et le chien se tenaient face à face, séparés par à peine 2 mètres. Ni l'un ni l'autre ne semblaient avoir remarqué la présence des humains. Ils étaient complètement absorbés dans ce qui ressemblait à une évaluation mutuelle silencieuse. « Éteins ta lampe », chuchota Marie, faisant de même avec la sienne. Dans la semi-obscurité, ils observèrent une scène que Marie n'aurait jamais cru possible après ces mois de séparation et de réhabilitation sauvage d'Écho. Le lynx fit un pas en avant, son corps tendu dans une posture difficile à interpréter, ni agressive, ni totalement détendue. Soleil, de son côté, restait parfaitement immobile, sa queue légèrement relevée mais sans le mouvement de balancier joyeux qui le caractérisait habituellement.
Puis, dans un geste qui coupa le souffle de Marie, Echo émit cette même vocalisation qu'elle avait entendue quelques jours plus tôt, ce son doux, presque interrogatif. Soleil répondit par un gémissement léger, presque inaudible à distance. Ce qui suivit défia toutes les attentes des observateurs humains. Avec une lenteur délibérée, Echo s'approcha de Soleil, réduisant progressivement la distance qui les séparait. Le Golden Retriever resta immobile, mais sa posture se détendit visiblement. Lorsqu'ils ne furent plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, Echo tendit le cou et toucha brièvement le museau de Soleil du sien, un geste qui rappelait étrangement leurs interactions d'autrefois, mais transformé par les mois de séparation et l'évolution d'Echo vers sa nature sauvage. « C'est incroyable », souffla Robert. « Ils se reconnaissent. » Marie ne répondit pas, trop émue par ce qu'elle observait. Ce n'était pas seulement de la reconnaissance, c'était une communication complexe entre deux êtres que tout aurait dû opposer, mais qui partageaient une histoire commune que ni le temps ni la séparation n'avaient effacée. Après ce bref contact, Echo recula légèrement, mais sans manifester d'agressivité ni d'intention de fuir. Soleil, comme s'il comprenait les règles non écrites de cette rencontre, s'assit calmement, maintenant une distance respectueuse, mais restant engagé dans cette interaction silencieuse. Le moment fut rompu par le craquement d'une branche sous le pied de Robert, qui avait légèrement ajusté sa position. Instantanément, Echo tourna la tête dans leur direction, ses yeux dorés reflétant la faible lumière lunaire. Marie s'attendait à le voir s'enfuir immédiatement, conformément à tous les comportements qu'il avait développés ces derniers mois. Mais il ne s'enfuit pas. Il les observa quelques secondes, évalua visiblement la situation, puis, dans un mouvement fluide et délibéré, se détourna et s'enfonça dans la forêt, non pas en fuyant précipitamment, mais en s'éloignant avec la dignité naturelle d'un prédateur sauvage qui choisit son moment. Soleil hésita, regardant alternativement la direction prise par Echo et les humains qui approchèrent maintenant. Finalement, avec ce qui ressemblait presque à un soupir canin, il trottina vers Marie, accueillant ses caresses avec une familiarité qui contrastait fortement avec la sauvagerie distante d'Echo. « On dirait qu'il a eu ce qu'il cherchait », murmura Robert en observant la forêt où le lynx avait disparu. Marie hocha lentement la tête, réalisant la profondeur de cette observation. Peut-être était-ce exactement cela. Echo avait eu besoin de cette rencontre, de cette confirmation que Soleil existait toujours, qu'il n'avait pas été simplement effacé de sa réalité. Ils contactèrent les autres équipes par radio, les informant qu'ils avaient retrouvé Soleil et localisé Echo. Jean donna l'instruction de ramener le chien au centre et de préparer une équipe pour réparer temporairement la brèche dans la clôture à l'aube. « Et Echo ?» demanda Marie. Il y eut un moment de silence, avant que la voix de Jean ne réponde. « S'il est toujours dans la zone quand nous réparerons la clôture, nous tenterons de le diriger vers l'enclos. Sinon... » Il laissa sa phrase en suspens, mais Marie comprit l'implication. Si Echo avait choisi ce moment pour commencer sa vie sauvage, peut-être devait-il respecter ce choix. Le retour au centre fut silencieux, chacun absorbé dans ses propres réflexions sur les événements de la nuit. Soleil marchait calmement aux côtés de Marie, occasionnellement secouant sa fourrure pour en chasser l'eau de pluie. Il semblait étrangement serein, comme si cette brève rencontre avec Echo avait apporté une forme de résolution à quelque chose d'inachevé. À l'aube, alors que les premières lueurs du jour révélaient l'étendue des dégâts causés par la tempête, une découverte surprenante attendait l'équipe. Echo était retourné de lui-même dans le grand enclos et se reposait tranquillement sur son rocher favori, comme si l'aventure nocturne n'avait été qu'un rêve passager. « Il est revenu », murmura Élise, incrédule, en observant le jeune lynx à travers ses jumelles. Il aurait pu s'enfuir définitivement, mais il a choisi de revenir. Cette décision volontaire d'Echo allait s'avérer déterminante pour la suite des événements,
remettant en question toutes les certitudes de l'équipe concernant son avenir. La décision volontaire d'Echo de retourner dans son enclos bouleversa profondément les certitudes de l'équipe du centre de réhabilitation. Ce simple acte remettait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la psychologie des prédateurs sauvages en cours de réintroduction. Un lynx pratiquement prêt pour la libération, qui avait goûté à la liberté absolue pendant plusieurs heures, avait choisi de revenir dans un espace limité, bien que vaste. « Je n'ai jamais vu ça en 25 ans de carrière », admit Jean lors de la réunion d'urgence convoquée le lendemain matin. « Nous devons réévaluer complètement notre compréhension de la situation. » Autour de la table, les visages reflétaient un mélange de perplexité professionnelle et d'émerveillement personnel. Personne ne pouvait nier que quelque chose d'extraordinaire se produisait avec Echo, quelque chose qui défiait les protocoles standards et exigeait une approche entièrement nouvelle. « Voici comment j'interprète les événements », proposa Élise après un long moment de réflexion collective. Echo n'a pas fui vers la liberté totale parce que ce n'était pas ce qu'il cherchait cette nuit-là. Il cherchait Soleil. Une fois cette rencontre accomplie, il est revenu dans ce qu'il considère comme son territoire. Marie hocha lentement la tête, ce qui suggère qu'il est parfaitement capable de survivre à l'état sauvage. Il a navigué en forêt pendant une tempête, localisé Soleil et retrouvé son chemin, mais qu'il maintient également un certain attachement à cet endroit, ou à ce que cet endroit représente, ajouta Thomas, qui avait rejoint la réunion en tant que futur adoptant de Soleil. Peut-être une forme de sécurité, de familiarité. Le silence retomba, chacun absorbant les implications de cette théorie. Finalement, ce fut Paul qui posa la question que tous évitaient. Alors, que faisons-nous maintenant? Maintenons-nous le plan de libération ou non? Jean se leva, parcourant lentement la pièce avant de s'arrêter devant la grande baie vitrée qui donnait sur les montagnes environnantes. Je pense que nous devons accepter une vérité inconfortable. Nous sommes en territoire inexploré ici. Nos protocoles habituels ne s'appliquent peut-être pas dans ce cas particulier. Il se tourna vers l'équipe, son expression révélant un mélange de résignation et de curiosité scientifique. Je propose quelque chose d'inhabituel. Plutôt que de forcer une décision immédiate, donnons à Echo lui-même l'opportunité de choisir son avenir. « Comment ça ?» demanda Marie, intriguée. « Une libération progressive, expérimentale. Nous réparons la clôture, mais nous y installons une porte à sens unique qu'Echo pourrait utiliser pour sortir quand il le souhaite. S'il choisit de partir définitivement, alors c'était son destin. S'il revient périodiquement, eh bien, nous devrons repenser notre définition même de ce qu'est une réintroduction réussie. » Cette proposition non conventionnelle déclencha un débat animé. Certains membres de l'équipe exprimèrent des inquiétudes légitimes concernant les risques pour Echo, les complications juridiques potentielles et l'impact sur d'autres programmes de réhabilitation. D'autres, menés par Marie, défendirent passionnément cette approche adaptative qui respectait l'autonomie d'Echo tout en reconnaissant la complexité unique de son histoire. Après des heures de délibération, la proposition de Jean fut acceptée avec quelques modifications importantes. La porte de liberté serait équipée d'un capteur qui alerterait l'équipe chaque fois qu'Echo l'utiliserait, et son émetteur GPS permettrait de suivre ses déplacements pour assurer sa sécurité et recueillir des données précieuses sur ce cas sans précédent. « Et concernant Soleil ?» demanda finalement Thomas. « Ma proposition d'adoption tient toujours, mais je me demande si la séparer définitivement d'Echo est vraiment la meilleure solution, considérant ce que nous avons observé. » Jean échangea un regard avec Marie, qui hocha imperceptiblement la tête. « J'ai une idée à ce sujet aussi, » dit-il. « Thomas, serais-tu opposé à une solution un peu non conventionnelle ?» 2 semaines plus tard, par une magnifique matinée d'été, Marie se tenait devant l'enclos d'Echo, observant les derniers ajustements apportés à la nouvelle installation.
La porte de liberté était en place, une ouverture sophistiquée dans la clôture, conçue pour permettre au lynx de sortir mais pas de rentrer sans assistance humaine. À proximité, dissimulée dans la végétation, une caméra à déclenchement automatique capturerait chaque passage. « C'est prêt », annonça Paul en rejoignant Marie. « Les capteurs fonctionnent parfaitement. Dès qu'Echo utilisera cette sortie, nous recevrons une alerte instantanée sur nos téléphones. » Marie acquiesça, sentant un mélange d'anxiété et d'excitation. Et de l'autre côté, Thomas a terminé les préparatifs de son terrain. La cabane forestière est prête, l'enclos extérieur sécurisé pour Soleil est en place, et la réserve naturelle adjacente offre à Echo tout l'espace sauvage dont il pourrait rêver. Le plan était aussi audacieux qu'expérimental. Thomas, dont la propriété de 5 hectares jouxtait une vaste réserve naturelle protégée, avait proposé une solution hybride. Soleil vivrait avec lui dans sa cabane forestière isolée, avec un grand enclos extérieur sécurisé pour ses activités quotidiennes. Echo, s'il choisissait de quitter le centre, aurait accès à l'immense territoire sauvage de la réserve, mais pourrait également, s'il le souhaitait, s'approcher de la propriété de Thomas où la présence de Soleil lui offrirait un point d'ancrage familier. Ce n'est pas une solution que nous recommanderions normalement, avait concédé Jean lors de la présentation du projet aux autorités environnementales. Mais ce cas présente des caractéristiques exceptionnelles qui justifient une approche adaptative. Contre toute attente, après examen du dossier détaillé d'Echo et consultation d'experts en comportement animal, les autorités avaient approuvé l'expérience, reconnaissant son potentiel scientifique et éducatif. « Tu penses qu'il va utiliser la porte ?» demanda Paul, interrompant les réflexions de Marie. Elle sourit, observant au loin la silhouette d'Echo, perché sur un rocher, sa posture alerte et majestueuse, incarnant parfaitement la beauté sauvage de son espèce. « Je ne sais pas. Et c'est précisément ce qui rend cette expérience si spéciale. Nous lui rendons vraiment son libre arbitre. » La réponse vint plus rapidement qu'aucun d'entre eux ne l'avait anticipé. Cette nuit-là, à peine quelques heures après l'activation du système, les téléphones de toute l'équipe s'illuminèrent simultanément avec la notification tant attendue « Passage détecté à la porte de liberté ». Marie, qui n'avait pas quitté le centre, se précipita vers la salle de surveillance où les images de la caméra automatique s'affichaient déjà sur l'écran principal. Echo avait découvert la porte et, après une inspection minutieuse, avait choisi de franchir ce seuil vers l'inconnu. Les jours suivants furent marqués par une attention constante portée aux données GPS transmises par l'émetteur d'Echo. Comme prévu, il explorait méthodiquement son nouvel environnement, établissant progressivement un territoire qui s'étendait sur plusieurs kilomètres carrés dans la réserve naturelle. Ces patterns de déplacement révélaient un comportement typique d'un lynx roux sauvage, chasse nocturne, repos diurne dans des zones couvertes, évitement scrupuleux des secteurs fréquentés par les humains. Il s'adapte parfaitement, confirma Jean après une semaine de suivi. Toutes les données suggèrent qu'il chasse avec succès et s'oriente naturellement dans son nouveau territoire. Ce que les données ne révélaient pas immédiatement, mais que Thomas remarqua en premier, c'était la tendance subtile d'Echo à établir la limite de son territoire, de plus en plus près de la propriété où vivait désormais Soleil. Jamais assez proche pour un contact direct, mais suffisamment pour suggérer une conscience de cette présence familière. Un mois après sa libération, lors d'une nuit particulièrement claire, Thomas contacta Marie avec une nouvelle qui confirma ce qu'ils avaient tous secrètement espéré. « Il est venu », dit-il simplement au téléphone, sa voix trahissant son émotion contenue. Juste à la lisière de la forêt, à environ 30 mètres de l'enclos de Soleil. Ils se sont regardés pendant plusieurs minutes avant qu'Echo ne reparte dans les bois. Cette première visite fut suivie par d'autres, espacées et imprévisibles, mais établissant progressivement un pattern que l'équipe commença à documenter méticuleusement.
Echo menait indéniablement la vie d'un lynx sauvage, territorial et indépendant. Mais il maintenait également ce lien ténu avec son passé, cette connexion unique avec un être qui avait joué un rôle crucial dans sa survie. 6 mois après le début de cette expérience sans précédent, l'équipe du centre de réhabilitation publia ses premières observations dans une revue scientifique spécialisée. L'article, intitulé « Réintroduction adaptative, quand les liens interspécifiques enrichissent la conservation », suscita un intérêt considérable dans la communauté de la conservation. Par un après-midi d'hiver, alors que la neige recouvrait doucement les montagnes, Marie se tenait sur la terrasse de la cabane de Thomas, observant le paysage immaculé. Soleil somnolait paisiblement à ses pieds, occasionnellement levant la tête pour humer l'air frais. « Il viendra aujourd'hui, tu crois ?» demanda Thomas en lui tendant une tasse de café fumant. Marie sourit, son regard parcourant la lisière de la forêt où, plusieurs fois déjà, elle avait aperçu la silhouette distinctive d'Echo lors de ses visites. Peut-être, ou peut-être pas. C'est ça, la beauté de ce que nous avons accompli ici. Nous lui avons vraiment rendu sa liberté. Pas seulement la liberté physique, mais la liberté de choisir ses attachements, de définir sa propre existence à la frontière entre deux mondes. Et tandis qu'il contemplait le paysage hivernal, une forme élégante émergea brièvement à la lisière des arbres, ses taches distinctives se fondant presque parfaitement dans les ombres mouchetées des pins. Echo, désormais adulte et pleinement sauvage, venait une fois de plus affirmer cette vérité que Marie avait toujours sentie intuitivement, que la nature n'est pas faite de catégories rigides, mais de connexions infinies, complexes et parfois inattendues. Dans ce moment paisible, observant ce lynx roux qui avait défié toutes leurs attentes, Marie comprit que la vraie conservation n'était pas simplement de préserver des espèces isolées, mais de protéger la possibilité même de ces connexions surprenantes qui enrichissent notre compréhension du monde vivant.